Ouvrez grand les yeux, car ici, entre la Manche et le golfe de Gascogne, à l'ouest de l'Hexagone, prend fin l'Europe occidentale. Et de quelle manière ? C'est l'histoire d'une péninsule nommée Bretagne qui, de Pornic à Cancale, déroule son littoral sur plus de 1000 km et où la terre et la mer se rejoignent pour dessiner un paysage singulier. Un littoral hérissé de caps, de falaises, parsemé d'îles, découpées en pointes granitiques, en abers, en criques rocheuses, en baies abritées et en plages de sable, de galets. Sauvage, puissante et imprévisible Bretagne. Car depuis des siècles, la terre et les hommes en ont affronté des assauts furieux de cette nature. Ils en ont bravé des colères de l'océan. Un océan colérique, mais généreux. Des côtes déchiquetées, mais d'une richesse insondable. Une histoire chaotique, mais pleine d'apprentissage. Un littoral de paradoxes que nous allons survoler et approcher pour tenter de l'apprivoiser. Pour mieux connaître les richesses de ces paysages, nous rencontrerons des passionnés, des Bretons et fiers de l'être, qui exploitent ces ressources, les préservent ou qui simplement tentent de mieux les comprendre. Nous rencontrerons d'abord Pierre et Michel, deux géologues passionnés. Ils nous expliqueront que les pierres sur l'île de Groix racontent des millions d'années d'histoire. Cette roche, c'est un peu la mémoire, dit-on, de l'histoire de la Terre. Et c'est pour cette raison que les scientifiques y sont aussi attachés. Après un détour par les Glénans, nous mettrons les petits plats dans les grands avec Lionel Enaf, chef étoilé à Quimper. Sur la viande, on reste un peu plus classique, quoi. Sur le poisson, on peut partir plus dans des délires, quoi. Ça nous offre beaucoup plus de possibilités, quoi. Après cette escale gourmande, nous mettrons le cap sur l'île Grande, où, dans une clinique pour oiseaux de mer, Mélanie Lenuse s'occupe des fous de bassin. C'est un oiseau qui est très puissant en fait, il a un bec qui peut être comme un poignard. Donc il suffit qu'il nous prenne mal sur la main, ça peut être très très douloureux. Pour finir, nous irons buller sur la côte de Granit Rose avec Jean-Charles Crahen, qui s'inspire d'un paysage insolite pour réaliser ses bandes dessinées. Mais pour commencer, un petit détour par la Loire-Atlantique voisine, à Saint-Nazaire. Bretagne ou pas, la question fait débat. Sans entrer dans la polémique, disons qu'une escale mérite le détour. Impossible de survoler le département sans évoquer les chantiers de Saint-Nazaire, poumon économique de toute la région. Sur la rive droite de l'estuaire de la Loire, l'un des plus gros chantiers navals d'Europe fait vivre des milliers de familles. Ces formes de construction ont vu naître des navires de légende, le France, le Normandie, le Queen Mary II, souvenez-vous. Ils sont toujours plus beaux, toujours plus gros. Folie des grandeurs et jour de gloire, mais l'histoire des chantiers est aussi faite d'heures sombres, émaillée de conflits sociaux, de manifs de métallos, quand les carnets de commandes sont en cale sèche et qu'il faut se séparer d'un personnel qui n'a plus de quoi travailler. Pour l'heure, ce sont les coulisses de la construction du plus gros et du plus cher paquebot de l'histoire de Saint-Nazaire que nous allons visiter. À 40 ans, Bertrand du Charlat est responsable de la construction de ce géant des mers. 329 mètres, 1 milliard d'euros, le Norwegian Epic est le plus gros paquebot de l'histoire des chantiers français. Un terrain de foot, 14 restaurants, 18 bars, un chapiteau, une piste de danse avec vue sur l'horizon. L'océan à perte de vue avec le sillage du navire, ça fait rêver. Et même de quoi se rafraîchir un peu sous le soleil des Caraïbes. Là, on est donc dans la partie supérieure de l'atrium. Et là, il y a l'Igloo Bar, qui sera un bar à moins 18 degrés, un bar de glace. Bientôt, ce palace flottant sillonnera des îles de rêve. Mais l'ambiance croisière s'amuse, c'est pour plus tard. Pour l'instant, dans le paquebot, c'est plutôt casse-tête à tire-larigot. Dans la zone casino, l'armateur a réservé une surprise de taille. Alors, expliquez-moi le problème. Un lustre de 6,50 mètres et de 2,5 tonnes, commandé à la dernière minute.
Voilà, c'est le choix de l'armateur sur le luminaire central. Ça nous fait un peu nous creuser les méninges pour trouver une solution, comment le fixer. On est juste aujourd'hui sur la problématique de la fixation. Viendra après le problème, une fois que l'échafaudage sur lequel on se trouve sera démonté, de comment mettre en place cet engin. C'est quelque chose qui doit marquer le passager. Effectivement, je pense que ça marquera le passager. Oui. Bertrand a toujours baigné dans le milieu. Un père officier de marine, une enfance dans les ports, un master en architecture navale. Il intègre les chantiers de l'Atlantique en 2000. Voilà, il est là. Il n'y a qu'à prendre ça et le mettre à sa place. Sur le Norwegian Epic, ils sont un millier à travailler. Et c'est lui le chef d'orchestre. Lui qui bat la mesure pour que l'ensemble fonctionne. Et il y a du travail, car ce navire est un prototype avec beaucoup d'innovations techniques. On lui part au-dessus de la sérum, entre les deux casings, passe au niveau des poteaux. Sur le pont extérieur, pas de piscine, l'armateur a opté pour un aquapark. C'est nouveau, on n'en a jamais monté dans tel volume, donc voilà, donc on s'assure qu'on aura les moyens logistiques pour faire le montage, qu'on n'aura pas de mauvaises surprises, que ça correspond bien à ce qu'attend le client. Voilà, c'est tout ça qu'on essaye de prévoir. On a encore du mal à imaginer à quoi ressemblera le bateau une fois terminé. C'est effectivement plus du cauchemar que du rêve. Et on a souvent coutume de dire qu'il faut qu'on ait résolu les problèmes de la journée parce que sinon on n'arrivera pas à s'en sortir le lendemain. Mais c'est aussi un challenge au quotidien et c'est aussi ça qui fait l'intérêt du boulot. À quelques dizaines de kilomètres au nord de Saint-Nazaire, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, le sel de Guérande. Regardez ces mosaïques de bassins aux formes variées. C'est là qu'opère l'étonnante métamorphose d'une simple goutte d'eau en petits grains de sel. En été, lors des grandes marées, l'océan s'invite dans la terre. Dans ces bassins, le sel se cristallise par évaporation grâce au soleil et au vent. L'air de rien, ce petit grain a donné un coup de peps à l'économie locale. Laissées à l'abandon pour cause d'impôts sur le sel, les salines renaissent de leurs cendres dans les années 80. Aujourd'hui, 250 sauniers travaillent dans les marais et produisent 12 000 tonnes par an, dont la fameuse fleur de sel, nec plus ultra des cuisiniers. Continuons notre route vers le nord, direction le Morbihan. Si le sel a fait le beurre de Guérande, ce sont le poivre et 1000 autres épices qui ont participé à l'essor de l'Orient. À la fin du XVIIe siècle, la ville est choisie pour abriter le siège de la Compagnie des Indes. Les vaisseaux reviennent d'expéditions lointaines, les cales chargées d'épices et autres marchandises précieuses comme la porcelaine, la soie ou le coton. Construite pour protéger l'entrée de la rade, la citadelle de Port-Louis abrite aujourd'hui le musée de la Compagnie des Indes. Allons voir de plus près quel trésor renferment ces épaisses murailles. Gardienne des clés de la forteresse, Brigitte Nicolas veille sur une précieuse collection d'objets découverts par les navigateurs partis sur la route des épices. Comme ces porcelaines de Chine qu'il était de bon ton d'avoir sur sa table à l'époque. Mais, soigneusement conservée à l'abri de la poussière, c'est une étonnante collection que Brigitte veut nous dévoiler, une découverte qui a bouleversé la mode. Le coton est un matériau assez méconnu. En tout cas, on ne sait pas le filer ni le tisser. La découverte de ces toiles de coton est vraiment une révolution vestimentaire parce que le coton est un matériau agréable à porter, frais en été, on peut le laver facilement, il est hygiénique et toutes ces qualités de la toile de coton vont faire que l'Europe va s'enticher pour les toiles de coton. L'héritage de cette époque, c'est tout ce qui concerne finalement l'impression sur étoffe.
Là, c'est une première chose. Et puis les toiles de coton que l'on porte aujourd'hui tous, sans même se soucier de savoir d'où ça vient et comment c'est fait. Finalement, cette première technologie, elle vient de l'Inde. Encore à l'Orient, tout aussi imposant mais répondant à d'autres canons de l'esthétique, ce petit cadeau des Allemands. Il a été construit en 1941 par plus de 10 000 ouvriers pour dissimuler les fameux sous-marins U-boats. 7,50 m de béton sur le toit de ces bunkers que même les Alliés n'ont pas réussi à détruire malgré l'envoi de milliers de bombes. Dans un genre plus sophistiqué, voici la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Ce chef-d'œuvre d'architecture moderne a été construit selon la norme HQE, c'est-à-dire de haute qualité environnementale. Ce qui célèbre, souhaitons-le, l'entrée de la plaisance dans le cercle vertueux de l'éco-construction. Et pour motiver les troupes, quoi de mieux que d'embarquer les touristes l'espace d'une visite dans cette aventure de la voile moderne et de la course au large. Car après tout, l'ambition secrète de Tabarly n'était-elle pas de vouloir faire vivre la mer au plus grand nombre ? Allez, c'est parti pour un petit bord à la gîte au Pré-Serré, direction l'île de Groix, située juste en face de l'Orient. Cette escale sera l'occasion d'une petite leçon de géologie. Granit, grès, ardoise, sur les côtes bretonnes, la pierre est partout. Le long des côtes tourmentées, au pied des pics, autour des caps, ciselée par le vent, arrondie par la pluie, la roche s'offre en spectacle. Un paradis minéral pour celui qui sait encore l'observer. Sur Groix, c'est le schiste bleu qui fait la réputation de l'île. Arrêtons-nous-y un instant pour suivre Pierre et Michel, tous les deux fascinés par cette pierre ancestrale. Ce matin, pour ces deux géologues passionnés, c'est école buissonnière. Ils partent étudier un trésor à ciel ouvert. Ici, les pierres sont sous étroite surveillance, car nous sommes dans une réserve géologique. Attention où l'on met les pieds. Aujourd'hui, ils bronzent au soleil, mais il y a 400 millions d'années, ces schistes dormaient au fond de l'océan. Ils ne sont remontés à la surface qu'après un grand remue-ménage. Il y avait au sud un grand continent, l'Afrique, pour dire les choses de manière moderne, et au nord un autre continent qu'on appelle l'Europe, si vous voulez, qui sont entrés en collision et l'océan qui les séparait a disparu. Et ce que nous voyons ici, ce sont les restes de cet océan. Des yeux novices passeraient sans doute à côté, mais Pierre et Michel scrutent ces pierres depuis des dizaines d'années. Comme eux, des géologues du monde entier viennent observer ces cailloux qui valent de l'or. Victime de ce succès, l'île de Groix a même failli se voir dépossédée de cette richesse minérale. C'était avant la création de la réserve. On a même confié à Pierre des histoires rocambolesques. On m'a dit, j'étais pas là, hein, mais on m'a dit qu'il y a des camions qui sont venus avec des Fenwick et qui prenaient les blocs, les montaient sur le plateau pour les mettre directement dans le camion. Donc c'était des centaines de kilos à chaque fois qui partaient. Hein. Si la réserve n'avait pas été créée, ces roches auraient disparu parce qu'il y a des collectionneurs qui sont prêts à tout, c'est le cas de le dire. Et donc une roche comme ça aurait certainement été débitée en morceaux pour terminer dans des vitrines, soit de musées, soit de collections particulières. Et la raison d'être de la réserve, c'est bien de protéger ce patrimoine qui appartient à tout le monde et que l'on doit préserver. Préserver les joyaux de l'île de Groix et plus encore l'histoire qu'il raconte. Vous voyez, la roche est piquetée de grenats, que ce soit sur la surface ou sur la tranche ici. La valeur pour nous est une valeur qui n'est pas une valeur marchande. La valeur, c'est tout ce que finalement on peut extraire de cette roche et imaginer comme processus ayant eu lieu dans un passé tellement lointain qu'on en a perdu bien sûr la mémoire, mais cette roche en a gardé la mémoire. Et cette roche, c'est un peu la mémoire, dit-on, de l'histoire de la Terre. Et c'est pour cette raison que les scientifiques y sont aussi attachés. Un collègue qui emploie l'expression, c'est la mémoire d'avant la mémoire de l'homme. Au large de Groix,
Nous croisons le pamphret qui revient d'une partie de pêche pas ordinaire. Dans ses cales, il ramène du sable, un grain précieux destiné à faire du béton pour construire des routes, des ponts. Pour ce navire sablier, le point de départ de cette quête se situe quelque part entre Quimper et Bénodet, sur l'Odet. Rivière mythique pour ses vires courts, méandres encaissés au cœur d'une vallée boisée. Mythique, car le grand navigateur Éric Tabarly y a élu domicile, lui et son inséparable bateau, le célèbre Penduic. Et soudain, au beau milieu des rives de l'Odet, à 2 pas de Quimper, d'immenses châteaux de sable et le balai incessant de machines qui font et défont ces dunes artificielles. Bon, là, nous sommes en présence du sable qui provient du gisement du Pilier, de l'embouchure de la Loire, qui est approvisionné sur Quimper, donc par bateau, par des navires tels que le Pamphret qui vient d'arriver aujourd'hui. Bon, c'est un sable qui a été érodé au fil des années par la mer. Et le fait qu'il soit bien roulé, il offre une homogénéité dans le béton. Cela fait plus de 30 ans qu'Éric Montfort évolue au milieu de ces montagnes. Il est habitué aux visites assidues du navire sablier, le Pamphret. Bonjour André. Eric, comment t'es? Ça va? Ça va. Je t'ai apporté le planning de la semaine. D'accord. Ce navire sablier de 60 mètres de long est conçu pour aller chercher les sédiments qui tapissent le fond de l'océan. C'est un bateau pêcheur de sable. Ouais, de Bernard, j'ai compris que vous sortez de Quimper pour destination Le Pilier en extraction. Oui, c'est ça, oui. Le Pamphret va bientôt quitter les eaux douces de l'Odet. Sur sa route, il va croiser l'archipel des Glénans, longer Groix, Belle-Île, et enfin arriver au large de l'embouchure de la Loire, 8 heures plus tard. Sur le Pamphret, la pêche peut commencer. Pas de filet ni de casier. C'est ce tuyau de 32 mètres de long qui va aspirer le sable depuis le fond jusque dans la cale du navire. Une sorte d'aspirateur géant. Mais encore faut-il s'y retrouver, la zone du Pilier fait 8 km². Donc en fait, la zone, c'est un carré, hein, plus ou moins, quoi. Ah, ça, c'est un peu par tâtonnement, hein. On drague dans un coin, on regarde ce que ça donne, plus ou moins, et puis bon, si c'est bon, on reste là, autrement on va chercher ailleurs. C'est un peu comme un coin à champignons, quoi. Cette nuit-là, la pêche est bonne. Le sable est jaune, pur, sans vase, et on l'entend. C'est un bon signe. Bon, après, il y a le bruit. Si ça crépite, c'est du gros sable. Du gros sable, c'était le souhait du client pour la fabrication du béton. Les rotations s'enchaînent pour alimenter le marché du BTP. Le bateau ne s'arrête jamais. Les hommes, eux, travaillent en continu, mais seulement une semaine sur 2. C'est sûr que le rythme une semaine, c'est formidable, hein. C'est pas le large où ils embarquent. Enfin, moi, j'ai commencé à naviguer, je faisais 4 mois de bord, c'est pas pareil, hein. C'est totalement différent, en fait, hein. Non, c'est un bon rythme, hein. Une semaine, c'est un bon rythme. On a quand même le temps de se reposer. Ma famille sait très bien que, comme on débarque le mardi, le mercredi, il ne faut rien vous demander, hein. Ah ouais? Ah non, c'est pépère. Ah ouais, moi, ma femme, le mardi soir, elle commence, hein. Ouais, il y a ça à faire, ça. Les marchands de sable prélèvent 3,5 millions de tonnes de granulats chaque année sur la zone du Pilier. C'est 50% de la production atlantique. Le sable marin, l'or des constructeurs, est une denrée rare. Seuls 2% des granulats viennent de la mer. Sa part risque d'augmenter dans les prochaines années. Certaines carrières terrestres sont en voie d'épuisement.
À une dizaine de milles au large de l'estuaire de l'Odé, survolons le Tahiti de la Bretagne Sud. Ici, le sable est fin et blanc. Voici l'archipel des Glénans. Comment s'arrêter au Glénan sans évoquer son école de voile, basée sur l'île de Pamphrette? Une école née après la Deuxième Guerre mondiale pour permettre aux anciens résistants de réapprendre la vie civile. Les plus grands marins français y ont viré leur premier bord, y ont usé leur ciré. Franck Cama, Vincent Rioux, Michel Desjoyaux, Maude Fontenoy et même Michel Rocard. Loin des navigateurs de renom, les Glénans ont permis la démocratisation de la pratique de la voile en France. Chaque année, environ 14 000 stagiaires prennent et apprennent la mer. C'est la plus grande école de voile d'Europe. En remontant vers le nord, une proue de granit s'avance dans la mer d'Iroise, la pointe du Raz. Mieux vaut être allé au Glénan pour affronter ce passage dangereux, au courant violent, impitoyable pour les marins. On dit même que nul ne l'a passé sans peur ou sans douleur. Pour signaler le danger, le phare de la Vieille a été allumé en 1887 et automatisé un siècle plus tard. À 8 km de la pointe du Raz, l'île de Sein. Située aux premières loges, c'est elle qui essuie les embruns fougueux et affronte les tempêtes du large. Sans arbres, ni relief, juste bordée de plages de sable et de galets, l'île est trop fragile pour affronter les éléments tout-puissants. Des digues ont été construites pour éviter sa destruction. Encore un peu plus au nord, en traversant la baie de Douarnenez, arrêtons-nous sur la presqu'île de Crozon. Ici, l'homme a érigé des remparts pour se protéger non pas de la nature, mais des hommes. Des dizaines de fortifications que Didier Cadiou, responsable du patrimoine à la mairie de Crozon, connaît comme sa poche. Oh bah c'est un métier passionnant en tout cas. Métier pour lequel il faut savoir être patient et diplomate. C'est les principales qualités. Alors il faut être diplomate parce que ça concerne tout le monde en fait. Vous pensez bien que le passionné de nature, comme le sportif, comme le propriétaire des terrains n'ont pas du tout les mêmes réactions par rapport aux mesures que l'on prend. Et donc il faut savoir expliquer à tout le monde que ce qu'on fait c'est pour le bien de tous et que quelquefois il faut savoir dépasser l'intérêt privé pour aller vers l'intérêt public en fait. Donc ça nécessite pas mal de diplomatie au total. À l'extrémité de la presqu'île de Crozon, la pointe de l'Ostmar. Les pas de Didier Cadiou nous emmènent là où l'homme d'un autre âge a façonné la terre pour se protéger de l'ennemi. Réfugié derrière ses talus, à l'abri dans ses fossés, l'homme préhistorique avait inventé les premières fortifications. Il faut s'imaginer en armorique déjà, puisqu'on est à l'extrémité de l'armorique, donc à l'époque des Celtes, à une époque où une société un petit peu violente quelquefois, et donc les populations, les tribus ont besoin de se protéger contre une agression, et donc ils vont utiliser les ressources de la nature en quelque sorte. En l'occurrence ici, ils vont s'installer sur une petite pointe qui est protégée sur l'essentiel de son périmètre par la mer et par les falaises, et le seul accès possible au continent est barré par ce réseau de deux fossés, de talus, donc qui constitue une enceinte en fait, qui les protège de toute agression. Sur la presqu'île de Roscanvel, au bout d'un chemin escarpé, c'est un endroit qui se mérite. L'un des préférés de Didier, la batterie de Cornouailles. Des fortifications signées Vauban qui montrent aujourd'hui quelques signes de faiblesse. C'est vrai que ces fortifications sont abandonnées maintenant depuis longtemps et qu'il y aura un gros travail de réhabilitation et de mise en valeur. Parce que la végétation envahit, parce qu'il y a des gens qui ont abandonné des déchets, tout ça, donc il va falloir retravailler tout ça pour réhabiliter l'ensemble. Longtemps propriété de la Marine nationale,
Les fortifications de Crozon viennent d'être cédées au Conservatoire du Littoral qui doit les rénover. En attendant, il n'y a guère que les chauves-souris pour animer la presqu'île de Crozon. De temps en temps, Didier leur rend une petite visite, histoire aussi de les habituer à revoir les humains traînés dans les parages. Car bientôt, ce coin du littoral sera ouvert au grand public. La plus belle façon, selon Didier, de rendre hommage aux combats et aux grandes batailles qui ont eu lieu par ici. On peut imaginer effectivement un endroit comme ici, du temps de la bataille de Camaret. Ça doit être quelque chose d'extrêmement vivant, probablement quelque chose d'extrêmement bruyant, puisqu'il faut imaginer aussi le tir des canons, la fumée, quoi. Puis il faut imaginer aussi beaucoup de douleur, certainement, quoi, parce que c'est un combat, il y a des hommes qui sont blessés, il y a des hommes qui meurent là-dessus, quoi, en fait. Aujourd'hui, du coup, on a un peu une certaine responsabilité par rapport à cela. Il y a une responsabilité historique. Il y a aussi une responsabilité par rapport à l'architecture, parce que c'est des ouvrages remarquables qui ont été construits, ne fût-ce que par rapport aux hommes qui ont travaillé à ces constructions. Donc, effectivement, on a une certaine responsabilité, on a un devoir de préserver aujourd'hui ce patrimoine. De l'autre côté de la rade, on devine la ville de Brest, haut lieu de la Marine nationale. Et voilà, niché dans un méandre de l'Aulne voisin, le cimetière de Landévennec. C'est là, après des années de bons et loyaux services, que les navires de la marine achèvent leur vie. Dans ces eaux profondes de plus de 10 mètres, envahies par la mousse, ils attendent patiemment leur démantèlement.